Je vais vous parler d'une cure dont le titre m'est venu a posteriori et que j'appellerai « Sortir d'un destin de merde ». Et qui a été long. Il y a eu deux tranches. Il y a eu une tranche de 5 ans, de mai 2004 à mai 2009, et vous verrez pourquoi ça a mis si longtemps. Justement parce que l'impact des traumatismes réels qui venaient confirmer les croyances merdiques empêchait d'arriver à donner l'espace suffisant pour pouvoir introduire du rêve éveillé, alors que la deuxième tranche de 2 ans a été vraiment strictement analytique rêve éveillé, et là ça a dépoté d'une manière formidable. Mais la première était nécessaire. Donc, très vite, c'est une femme de 34 ans qui vient me voir parce qu'elle est mariée depuis 1 an, qu'elle cherche à avoir un enfant et qu'elle n'arrive pas à être enceinte et qu'elle fait des efforts désespérés pour ça, que ça la touche beaucoup, qu'elle pleure d'être comme ça. Enfin, vraiment, ça devient un truc dramatique. Et puis, en même temps, elle a aussi des grosses difficultés depuis toujours dans sa vie, de sentiments de douleur, de malaise, d'être pas à la hauteur, d'être pas comme il faut, etc. En fait, son anamnèse, parce qu'on fait une anamnèse détaillée, contrairement en TBI, c'est une enfant unique, non désirée, d'une mère psychiatrique qui faisait des crises très intenses, soit de dépression, soit de TS, soit de choses comme ça, et qui en fait a été d'emblée une mère dépressive, la mère morte dont parle André Green pour cette petite fille, qu'elle d'ailleurs elle ne voulait pas, et qui en plus régulièrement était hospitalisée pour des cures psychiatriques. Cette mère faisait des TS, et entre autres des TS devant sa fille, pour faire du chantage au suicide en plus. Donc par exemple, des crises de violence, elle cassait les jouets, elle balançait tout par la fenêtre, elle menaçait de se balancer par la fenêtre elle-même, ça finissait par l'appel au SAMU. Par exemple, à 11 ans, c'est ce qui s'est passé devant la petite, mais ça s'était déjà passé précédemment, sauf qu'elle se rappelle bien, cette femme, que j'appellerai Marie, 2 TS particulièrement marquantes, celle de 11 ans et celle de 19 ans. À 19 ans, sa mère, qui veut un peu manipuler sa fille, parce qu'à ce moment-là, vous verrez, sa fille n'habite plus avec elle, décide lui dit « je vais me tuer si tu fais pas ce que je veux ». Elle prend une arme à feu et elle se tire dessus, mais elle se tire dans la cuisse. Et donc il y a du sang partout, et on appelle le SAMU pour la 1e fois. Et il redonne à la fille, donc à cette Marie, il lui redonne les vêtements de la mère qui étaient déchiquetés avec des bouts d'os dedans. Donc c'était vraiment spectaculaire. En plus, cette femme trompait le père en emmenant sa fille. Donc elle emmenait sa fille, 7-8 ans. Soit elle l'emmenait, soit elle recevait les hommes dans son appartement, où se trouvait sa fille d'ailleurs. Et en plus, elle frappait le père. Enfin, c'était pas évident, quoi. comme qui dirait. Donc, du coup, il y a eu un divorce quand elle avait 11 ans. Et en fait, elle pleurait parce qu'elle ne voulait plus voir sa mère. Elle était gardée par le père, mais elle était obligée légalement d'aller voir sa mère régulièrement. Donc elle pleurait, elle ne voulait plus la voir, elle faisait des mini-fugues, enfin ça se manifestait vraiment pour elle comme quoi c'était très difficile d'être avec cette mère folle, folle par moment. Évidemment, c'est une ado introvertie, qui a peur des autres, qui est très peu sûre d'elle, qui se sent inférieure, qui a des difficultés scolaires. Seule petite fille là au milieu d'adultes un peu foutraque, le père très effacé, pas capable de tenir sa place, donc difficultés scolaires. Elle fait un BEP sanitaire et social. Et plus tard, à 22 ans, elle travaille comme ASH dans un hôpital. ASH, c'est les femmes de service, quoi, qui font agent de service hospitalier. Mais elle décide de monter quand même et elle fait l'école d'aide-soignante. Et donc, actuellement, quand elle vient me voir, elle est aide-soignante. Elle a habité chez son père jusqu'à 25 ans.
Et c'est le genre qui fait plaisir, qui est au service de tout le monde. Elle est au service de son père, elle est au service de sa mère, qu'elle va voir malgré tout, même si ça lui est très difficile. Elle est au service des malades. Inutile de vous dire qu'elle a un SDI très installé, avec des ruminations permanentes, des peurs, une sorte de style un peu parano. Et du coup, les premières relations amoureuses, elle était hyper jalouse et possessive, parce que c'était pas croyable que ça puisse exister. Et donc, ses convictions de base, c'est « je suis né sous une mauvaise étoile », il va m'arriver quelque chose de mauvais, je suis poursuivi par le destin, etc. Or, justement, ce qui fait qu'elle vient, c'est que, qui vient la confirmer qu'elle est poursuivie par le destin, c'est qu'elle tente en vain d'être enceinte et qu'elle est obsédée par ça. Ça la confirme dans son malheur, ça pollue sa sexualité, etc. Son premier rêve éveillé, bien entendu, c'est une planète désolée et ravagée après une catastrophe. Elle essaye de s'en sortir parce qu'elle est présente, mais il y a des entraves partout pour marcher, il faut passer par-dessus tous les morceaux qui sont de tous les côtés. Il y a des animaux qui sont morts écrasés, et elle rencontre une femme hagarde, qui est à peu près dans les 40 ans, et qui a les jambes prises sous des poutres qui sont tombées sur les jambes. Elle essaye de la sauver, mais en vain, elle n'y arrive pas, elle finit par dire « bon ben tant pis, je pars » quoi. Donc ça représente assez bien, comme souvent les premiers rêves éveillés, ils représentent souvent l'état des choses. Donc, la cure se met en place petit à petit. Là, on fait quelques rêves éveillés, dont celui-là. Et après 10 mois de cure, elle est enceinte. Enfin. Mais elle n'ose pas y croire. Elle dit, c'est pas possible. Là, normalement, il va m'arriver une catastrophe. Moi, je peux pas avoir la chance d'être enceinte. Il y a une impossibilité, il y a un interdit. Pendant qu'elle est enceinte, sa mère rentre en psychiatrie. Son grand-père maternel, qui était un petit peu une figure de sauvetage, meurt. Donc, grossesse marquée par ça. Et à 7 mois, on lui annonce que l'enfant n'est pas viable et qu'elle va devoir subir une interruption médicale de grossesse. Et donc, l'enfant n'a pas d'artère pulmonaire. Et elle accouche d'un enfant mort, on tue l'enfant dans son ventre, je crois que c'est comme ça que ça se pratique. Donc on tue l'enfant dans son ventre, et donc elle accouche d'une enfant morte, elle la prend dans les bras, elle l'embrasse, elle la caresse, elle est très émue, et elle me dit, mais j'ai jamais vu mon enfant en vie, je ne l'ai vue que morte. Donc évidemment, ça venait confirmer plein tube sa croyance de base. D'où la difficulté de faire des rêves éveillés, alors qu'elle en était dans la douleur. Elle disait après ça, je vis sans vivre. Funérarium, enterrement. Elle écrit une lettre à sa fille, c'était une fille. Elle met une photo, mais bon, toutes les séances, c'est je porte la poisse, j'ai toujours galéré, je supporte plus mon corps. Évidemment, une espèce de sentiment d'être vraiment poursuivi par la destinée, quoi. À la date où elle aurait dû accoucher, en octobre, elle reprend un peu le dessus parce qu'elle s'inscrit à un groupe de parole de parents qui ont perdu un enfant, où elle va régulièrement. Mais en même temps, c'est ambigu parce que ça la baigne en permanence dans la douleur. Ils sont tous là à dire c'est terrible, je viens de perdre mon enfant, elle aussi. Donc ça la conforte dans sa vision du monde. Et donc, c'est aussi pour ça que ça a été si long la première tranche, peu de rêves éveillés possibles, quoi. Quand de temps en temps on peut les reprendre quand ça souffle un peu, quand ça devient un petit peu moins crucial, moins chaud. Et malgré tout, il y a quand même elle qui essaye. Elle dit, je veux grandir, mais le malheur est soudé à moi. Donc et c'est dur de lui faire sentir que non, étant donné tout ce qui vient de se passer. Alors j'insiste quand même pour qu'elle reprenne les rêves éveillés, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera, quoi. Alors, elle essaye de nouveau d'être enceinte. De nouveau, ça ne marche pas. Un médecin lui propose une FIV. Ça repart plein pot dans le médical.
hystérographie, spermogramme, déplacement pour la FIV, etc., etc. Ce qui lui confirme que vraiment, elle n'a pas de chance, que le mauvais, il n'y a que du mauvais qui peut lui arriver. Mais comme elle est encore en cure, 1 an et demi après l'avortement thérapeutique, elle est de nouveau enceinte, sans FIV, sans rien. Et donc là, c'était après 3 ans et demi de cure. Et là, on peut reprendre, parce que comme elle est de nouveau enceinte, il y a quelque chose qui s'apaise un peu, même si c'est dur pour elle, parce que ça ne colle pas avec ses croyances. Donc on peut reprendre les rêves éveillés, plus ou moins. Par exemple, dans le rêve éveillé 10, il y a un ange qui lui indique de suivre sa propre voie et qui lui déblaye le chemin. Et dans le rêve éveillé 11, elle gagne une course en Formule 1. Donc là, c'est l'époque où elle est enceinte. Mais c'est une période difficile parce que du coup, elle perd ses repères de malheur. Et il y a un conflit intérieur parce qu'elle se sent différente, les rêves éveillés poussent vers quelque chose de mieux en mieux, et la conviction qui est la sienne, qui est, elle le dit à l'époque, mon chemin sera toujours semé d'embûches. Donc il y a progressivement un écart entre la teneur des rêves éveillés qui sont de plus en plus encourageants, où elle voit qu'elle peut, où elle voit qu'elle pourra trouver, elle pourra s'en sortir, etc. Et tout le reste, quoi, à la fois ses convictions et à la fois les rêves nocturnes. Comme s'il y avait une sorte de lutte féroce à cette époque entre Eros et Thanatos. Dans ses rêves, donc, un ange lui indique de suivre sa voie, lui déblayer le terrain, et dans ses rêves nocturnes, eh bien, dans sa maison, des inconnus rentrent et tuent tout le monde. Elle, son mari, les animaux, tout. Et à cette époque-là, où elle est en train d'hésiter entre le nouveau qui pousse à travers les rêves éveillés, à travers le transfert, et l'ancien pli, du coup, elle reconstruit son enfance en disant... En fait, mon enfance était bien, et c'est moi qui étais chippie, mauvaise, comme si elle voulait à tout prix s'accrocher à la vision, comme quoi c'est elle qui était mauvaise, quoi. Mais les rêves éveillés continuent. Une fête qu'elle goûte intensément, elle savoure sa solitude, elle se sent... Bon. Et son accouchement, qu'elle attendait évidemment avec beaucoup d'inquiétude, compte tenu du premier, mais enfin là, ça se passe sans problème. Et il arrive à la même date que l'accouchement qui aurait dû avoir lieu la première fois. Et d'ailleurs, du coup, elle donne à sa deuxième fille, qui est la première vivante, un prénom assez proche du prénom précédent. Mais pas le même quand même, heureusement. Donc il y a un arrêt de 3 mois du fait de l'accouchement, du fait de la mise en route, tout ça. Et elle reprend après 3 mois. Et là, malgré tout, ce qui apparaît, c'est sa difficulté à se fier à son propre guide maternel interne. Elle sait absolument pas comment faire avec sa gamine. Et résultat, qu'est-ce qu'elle fait? Toutes les semaines, elle va consulter le pédiatre. Le pédiatre, il est content. Hein. Toutes les semaines, tout le temps en train de ruminer, est-ce qu'il va pas arriver quelque chose à ma fille? Est-ce qu'elle va pas mourir comme la première? Elle a la phobie des microbes. Alors comme en plus elle-même, elle est aide-soignante, évidemment, ça simplifie pas. Elle dit, je suis collé à elle, d'ailleurs. Et donc, en fait, ce qui a rendu cette phase, cette première tranche très longue, c'est le poids des convictions inscrites en elle, c'est la violence des situations externes qui sont venues les confirmer, et surtout, le peu de rêves éveillés que ça permettait. Mais le travail avance quand même lentement, à la fois à cause des rêves éveillés qui sont là, même s'ils sont là qu'une fois de temps en temps, et à cause du transfert et du contre-transfert. On voit bien dans les rêves éveillés comment une bonne image paternelle s'installe petit à petit, et qui est l'introjection, le déplacement sur la scène du rêve éveillé, de la bonne relation avec moi. Au bout de 4 ans, elle se sent bien, elle se sent belle, elle se sent épanouie, elle se reconnaît pas, elle voit que tout va bien, elle est très contente de venir en cure et tout. Mais elle évacue un peu le transfert négatif sur son mari. Donc c'est lui qui prend plein pot à l'époque. C'est-à-dire que y a un côté un peu, il faut bien qu'il y ait du négatif quelque part. Et là, c'est lui qui récolte. C'est un peu les fonctions des maris, de toute façon. Je vois que vous m'approuvez chaudement. Heureusement, progressivement, le négatif se réintroduit dans les rêves éveillés.
Donc elle écrabouille des soldats, elle rase des forêts, enfin il y a quelque chose là qui est... Et du coup elle commence à pouvoir aussi sortir l'agressivité envers sa mère. Ma mère c'est une pourriture. Donc, mais en même temps, ce qui représente la difficulté pour elle-même d'être une bonne mère, parce que si j'ai comme modèle de mère une pourriture, eh ben il faut que je sois parfaite. Or être parfaite, c'est épuisant. Elle est obsédée par son ménage, elle fait le ménage de A à Z tous les jours, il faut que ça soit toujours nickel. Et il y a un côté être parfaite, quoi, qui est... Mais les rêves éveillés continuent leur petit bonhomme de chemin. Dans le rêve éveillé numéro 16, elle est sauvée du désert par un cavalier blanc. Et le désert, moi, à mon avis, représente une sorte de matrice. C'est un désert rouge, sans eau, mortel. Et le rêve éveillé 17, elle est partie en solitaire, mais elle est protégée par un bon papa qui s'occupe d'elle et qui la protège. Ce qui fait que, comme une partie du transfert négatif est déplacée désormais dans les rêves éveillés, où elle se débrouille avec tout un tas de négatifs, y compris avec ce désert mortel, ben, il y a un rapprochement avec le mari, et elle se sent mieux sexuellement aussi, même si c'est pas bien terrible. Hein. Mais un point qui va être déterminant et qu'on va retrouver dans la deuxième tranche, c'est le suivant, c'est qu'elle part du principe que le mari doit la couvrir d'affection et la protéger, et qu'elle-même n'ait rien à faire. Et elle dit explicitement, moi je veux être le centre du monde. Ce qui est quand même pas très facile dans le couple quand on veut être le centre du monde. Alors, comme ça va bien, comme sa fille pousse bien, comme avec son mari elle s'entend mieux, comme elle se sent plus épanouie, plus belle, comme elle s'autorise à se reconnaître bien, elle arrête. Entre-temps, ils se sont installés dans une maison, donc elle a le sentiment d'avoir un peu fait tout ce qui était inatteignable et impensable, d'avoir une maison, une jolie petite fille qui pousse bien, un mari, etc. Elle arrête là. Et ce qu'on voit, c'est que ce qui fait qu'elle arrête là, qui a été bon pour elle, c'est qu'elle a pu restaurer une image au moins paternelle bonne, mais que le déficit de base, être le centre du monde, ce qu'on doit vivre normalement quand on est au moins fœtus, hein, ben ça c'est pas réglé, quoi. Donc elle revient 2 ans après. Et là, elle dit que sa première tranche, ben, elle était partie beaucoup plus sûre de sa force, mais qu'elle avait quand même le sentiment, même à l'époque, qu'il restait une zone de vulnérabilité, émotivité, peur. Et elle revient, maintenant elle a 40 ans, et elle dit elle voudrait bien terminer et puis tourner la page, quoi. Et là, du coup, on peut mettre en route une cure nettement plus rêve éveillé. Et là, donc, je vais plus focaliser sur les rêves éveillés, sur le travail qu'ils ont fait pour elle, qu'elle a fait à travers ses rêves éveillés. Premier rêve éveillé, bon ben, rebelote, c'est après la fin du monde. Elle est une petite fille qui a été maltraitée, qui trébuche, qui pleure, etc. Mais bon, elle commence à s'en occuper, tout en la traînant un peu rapidement, quoi. Après, elle découvre une malle au fond d'une grotte. Là, je vais vous lire un tout petit bout du rêve éveillé. J'arrive au fond d'une grotte, au fond de cette grotte, il y a eu tout un début, et je vois une malle. Elle paraît grande et profonde. Elle est en bois, mais pas uniforme, un bois ondulé. Je ne me pose pas de questions, je n'ai pas peur, j'ouvre cette malle. Et là, en fait, c'est un concentré de moi. Il y a de la douleur. Je pleure. C'est de la douleur qui sort de cette malle. Ça m'en coupe la respiration. C'est beaucoup d'émotions. C'est comme si cette douleur partait, Elle occupe une grande partie de cette malle. Ce n'est pas palpable, c'est une sorte de fumée, de brume noire, c'est de la douleur. C'est une immense douleur. Elle pleure tout en disant ça. Comme si cette malle pleurait, dégoulinait de larmes. Comme la lave d'un volcan qui n'est pas rouge, mais c'est comme du sang noir en fait. Tout ce qui a pu me déchirer au plus profond de moi s'écoule. Et cette malle est séparée, elle a une cloison. Les deux parties ne se mélangent absolument pas, c'est bien distinct. Cette autre partie, ça s'appelle pas le bonheur, c'est le futur, c'est l'avenir, c'est une autre période, une période de vie.
Mais il y a des reflets de sombre dedans, c'est mitigé. Il y a des vagues bleues, mais avec des couleurs plus claires et plus foncées. Et puis, comme si je voyais un énorme pont. Ça me donne un peu le vertige. Par où je vais commencer, en fait? Où est-ce qu'il faut que j'y aille? Par où? Alors je dis, laissez votre intuition vous guider. Je ne me vois ni voler, ni sauter les ponts, ni marcher. C'est comme en altitude quand le souffle est coupé. C'est pas la liberté, c'est... Est-ce que c'est la vie? Je ne sais pas. En tout cas, je trouve que cette partie-là est la plus importante, et plus importante que la partie sombre. Elles ne sont pas à part égale. Donc elle commence à apercevoir qu'il y a une autre possibilité. Alors à partir de là, petit à petit, les rêves éveillés vont aller vers du nouveau. Elle émerge, le rêve éveillé suivant, c'est elle émerge d'un nouveau corps puissant et lumineux. Je remarque mes yeux, mon regard, je ressens qu'un voile s'envole de mes yeux, comme si j'avais des volets à mes yeux et que je m'ouvre pour voir la réalité de la vie. Je ressens une sensation d'ouverture et de liberté. Ma respiration aussi est plus... Mes poumons, ma cage thoracique s'est ouverte, écartée, comme si mes entrailles s'ouvraient. C'est quelque chose de puissant. À la fois j'ai envie de pleurer, de joie ou de puissance. Je me vois baisser la tête pour pleurer, évacuer. Elle continue ses rêves éveillés. Le suivant, elle sort d'un labyrinthe. Le suivant, il y a des morceaux de chair de tous les côtés et elle va les mettre à la poubelle. Mais ce qui est intéressant et qui ressemble au rêve éveillé, c'est qu'elle a une caméra. En fait, c'est comme si je tenais une caméra, que je réalisais un film avec des scènes d'horreur. Je vois du sang, des chairs en lambeaux, des morceaux de partout, le sang gicle sur la caméra. Mais c'est comme si cette caméra me protégeait. Le rêve éveillé qui permet de voir les choses tout en les mettant à distance. Il ne reste rien, pas de vie, c'est assez monstrueux, c'est des morceaux de corps déchiquetés partout. Donc tout le rêve éveillé va consister à ramasser les morceaux de corps déchiquetés, à les foutre à la poubelle, à tout nettoyer bien propre, et à la fin elle dit « je me sens comme si j'avais accompli un travail, c'est fait, je devais le faire, et c'est fini. Je stoppe là, je mets une barrière. Je me sens volontaire et obstiné, je veux tourner la page. » Puis un peu plus loin, elle dit, c'est comme si je m'étais libéré de quelque chose, un poids énorme. Ce sac était énorme, énorme, énorme. Je vois des gens qui me connaissent du coup maintenant, et qui me disent bonjour, qui me font signe. J'ai l'impression que les gens sont heureux de me voir, de me retrouver, comme si j'étais quelqu'un d'attendu. Ça me fait du bien, c'est honorifique, c'est de la chaleur. Je suis reconnu et aimé. Après avoir déblayé, quoi. Hein. Donc après, avec sa puissante décapotable, elle écrase tous les fantômes qui sont au bord de la route. Ensuite, il y a une série de rêves de renaissance. C'est très intéressant. Il y a une série de renaissance, mais au début, elle est coincée dans une espèce de truc. Alors elle dit, c'est un ventre. Elle dit, c'est le ventre de ma mère. Et puis, elle dit non, enfin dans un ventre. Et puis en fait, ce ventre, je me sens seul. On fait comme si je n'existais pas. C'est triste. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Je suis plutôt un peu abandonné. Je suis là, j'existe, mais je suis dans les oubliettes, même si je suis parfaitement constitué. Je sais que je veux sortir de là, mais je me sens dépourvu de possibilités. Alors, en fait, elle va arracher le ventre, elle va forcer le ventre, elle va sortir en arrachant. En violence, quoi. Et après, elle est toute contente. Mais bon, c'est une première renaissance qui n'est pas extrêmement satisfaisante. Le rêve éveillé suivant, elle est dans une espèce de sphère, mais c'est quand même une sphère bousculante et dure, mais elle peut commencer un peu à se laisser bercer. Il y a une certaine force dans cette sphère, je ne sais pas si elle me malmène ou quoi. Alors je dis, on va voir. En fait, il faudrait peut-être que je me laisse bercer par ces mouvements au lieu d'aller à contre-courant, parce qu'elle est toujours en train de lutter. Si je me laisse mener par ce mouvement, tout serait beaucoup plus vite. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Alors donc elle hésite, est-ce que je me laisse aller ou est-ce que je me tiens et que je suis malmené? Alors je lui dis, il y a une décision à prendre. Alors elle dit, je me vois balloter, à prendre mes marques, à observer ses mouvements et à les suivre.
et en plus à se fondre dans ces mouvements-là, et là j'ai le sentiment d'être bercé. Et je me vois même en position demi-couchée et tranquille dans cette sphère, à me dire « Ouf, j'ai compris. Je suis assez fier. » Donc elle est fière d'avoir compris que peut-être lutter à tout prix contre le bon et contre la bonne matrice restauratrice, c'était pas forcément la bonne chose. Alors après, moi je trouvais ça, alors je rejoins tout à fait ce que disait Bertrand, c'était un rêve, je me disais, ah ça c'est un rêve merveilleux, c'est vraiment le truc, c'est le rêve fin de cure. Puis en le relisant, je trouvais ça banal et bateau, et en fait non, c'était vraiment intense, mais simplement, c'est difficile de retransmettre ce qui se passe dans ces rêves. Et là, dans ce rêve-là, moi je trouve qu'il est particulièrement significatif d'une restauration, c'est-à-dire, il va être en trois parties. Il y a une partie où elle est comme dans une nouvelle matrice, il y a une partie où elle voit le chemin qu'elle a fait précédemment et où elle va terminer tout ça, et il y a une partie où elle commence à se sentir vivre. Alors là, je vais vous le lire un petit peu plus en détail. Première image qui vous vient. C'est moi. Je suis dans mon monde. J'appartiens à un monde et je suis une personne à part entière. À mon avis, elle est dans une nouvelle matrice, vous allez voir. Et c'est comme si elle s'autorisait à être enfin quelqu'un qui est là dans son monde et que le monde tourne autour d'elle. C'est-à-dire tout ce qu'elle n'avait pas pu trouver dans la première partie, elle le trouve là maintenant, dans le rêve éveillé. Mes cheveux volent au vent, je suis habillé d'une tunique très blanche, ça a un goût de liberté. Alors je dis, qu'est-ce qu'il y a autour? Je vois pas tellement, c'est plus une position que j'ai obtenue. Il y a plein de choses qui se sont passées derrière et devant. Je ne veux pas dire que tout m'appartient, mais puis elle se marre. Alors je dis, se mettre en action pour aller là-dedans. Je ne vois personne autour de moi, il n'y a que moi. Comme si j'étais le centre du monde. C'est bizarre. Et je suis bien ancré dans le sol est stable, je suis dans un environnement stable. Merci maman. Ni rigide, ni emprisonnant, c'est sécurisant. C'est quelque chose que je n'avais jamais touché du doigt. Quelque chose que je n'apprivoise pas, parce que c'est moi, je l'avais déjà. Mais c'est une mise à jour. Je ne me vois pas marcher ni bouger. Je suis au centre de mon propre monde. Peut-être comme si le monde était un jeu, genre jeu d'échecs, etc. Et là, elle passe à une deuxième partie où elle va être une pièce d'un jeu d'échecs qui détruit toutes les pièces noires d'abord, et ensuite qui détruit aussi toutes les pièces blanches. Et à la fin, elle se sent vraiment libérée, et elle dit « Je suis seule, pas accompagnée, comme si je faisais mon propre chemin. Je vais me servir, prendre autour de moi les personnes qui peuvent m'apporter, c'est ma vie. J'ai été libérée des poids qui pesaient à mes pieds, et même qui pesaient à mon cou, je ne suis plus prisonnière. Je ressens de la liberté et de la légèreté, mais surtout de la liberté. C'est bizarre, ça c'est typique. Je suis seul, et pourtant au fond de moi, je ne me sens pas seul, et il n'y a pas de solitude en moi. Hein? Alors je dis, c'est la sécurité et la plénitude. Elle dit oui, même si je suis seul. Puis après, elle termine le rêve éveillé en disant, en fait, je suis habillée comme si je partais en randonnée. Et je pars, je vais faire mon chemin, dit-elle en se marrant. Oui, une randonnée, partir en randonnée. Alors là, elle éclate de rire. Un peu l'idée, ça y est, je peux faire mon chemin, je peux vivre. Je me vois marcher, avancer. Mais c'est difficile de voir où je vais. Tout ce que je sais, c'est que je sais que j'avance. Donc, un rêve éveillé comme ça, pour moi, c'est comme si elle avait enfin reconstitué une matrice bonne qui l'accueille et qui lui permet de vivre, terminer toutes les choses noires et qu'elle devait détruire et s'autoriser à vivre enfin. Les rêves éveillés suivants, c'est une fois qu'elle a terminé cet archaïque, c'est plus élaboré, c'est plus oedipien. Elle est sur un bateau de croisière, belle femme, et puis il y a un homme qui vient, qui la draguer, qui est admiratif et tout. Et elle trouve sa route toute seule, et puis il y a un compagnon qui est habillé en roi, qui l'arrête de marcher n'importe où, et ça l'apaise, parce qu'elle est en lien avec lui. Et le dernier rêve éveillé, c'est, il y a du mauvais quelque part, mais il y a une porte qui la sépare de ce passé, et qui est définitivement fermée.
mais qui demande à ne pas être oublié. C'est marrant parce que quand je sors, cette porte en bois me suit. Elle est loin, mais elle me suit. Ça m'exaspère un peu. Elle m'agace un peu, cette porte. Et alors je dis, qu'est-ce qu'elle veut vous dire en vous suivant ainsi? Elle veut me dire qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut rien oublier, qu'elle est en moi, qu'elle fait partie de moi, mais elle est d'accord pour se tenir désormais loin de moi, elle est présente, elle veut simplement que je ne l'oublie pas. Donc un peu comme si là il y avait une juste distance avec les choses. Alors il faut dire que parallèlement à tout ça, évidemment, sa vie change beaucoup. Sa vie change beaucoup. Elle est bien plus tranquille, bien plus sûre d'elle. Elle peut faire les choses. Elle ne fait plus de ménage, sauf. Ça, c'est un critère. Elle dit, oh là, j'ai pas fait de ménage, je me suis reposé, j'ai lu, j'ai rangé mes affaires, elle s'est inscrite à un cours de danse, elle est plus sur le dos de sa fille, elle a confiance, mais mince, je sais pas où j'ai mis mon papier. Et en fait, elle est vraiment bien, quoi, elle est vraiment bien, voilà, alors là, elle n'a pas encore tout à fait fini. Hein. Bon, mais on est une fois. Là, on a mis des rythmes beaucoup plus lointains pour qu'elle termine. Mais en fait, elle va très bien. Et elle a vraiment le sentiment qu'elle a tourné la page sur son destin de merde, quoi. Et elle dit, j'ai obtenu ce que j'avais jamais pu obtenir. Je suis passé à une autre étape. Et puis alors, de temps en temps. Elle dit, ah oui, j'ai mes pensées un peu farfelues qui me reviennent, égale mes pensées, je suis destiné à être... Mais maintenant, je sais très bien les tenir à distance, j'arrête de me prendre la tête, je prends le temps de vivre. Alors elle dit, oui, j'ai recherché une maturité, je me considérais comme une enfant, et là, je suis vraiment adulte. Et à la fin, elle dit, mais c'est curieux, tous les gens autour de moi changent. Voilà, alors donc pour dire quoi? Pour dire que là, on a une trace à un niveau hyper archaïque. Dès le fœtus, dès la naissance, ça a été une empreinte terrible. Comment soigner quelque chose qui est si archaïque? Ce qu'on dit classiquement en psychanalyse, c'est qu'il y a une introjection d'une nouvelle imago parentale par l'évolution du jeu transféro-contre-transférentiel. Mais ce qui se passe en rêve éveillé est bien plus intéressant parce que, comme une partie du transfert est dérivée sur le rêve éveillé, c'est elle-même qui fait l'expérience de renaître, de tenter autrement d'habiter cette nouvelle matrice, de s'affirmer triomphalement. Alors, quelquefois, on aurait pu se dire, oui, mais est-ce que c'est pas une espèce de défense narcissique? Je suis le centre du monde, etc. En réalité, là, c'est pas une défense narcissique. Là, c'est la restauration de ce qu'elle n'a pas pu vivre et qu'elle aurait dû vivre au moment même de la grossesse de sa mère et de ses premiers temps, et qui est légitime, c'est-à-dire de pouvoir être le centre du monde. C'est l'illusion sur laquelle on a tous besoin de vivre, et qui n'est pas qu'une illusion, puisque quand on est fœtus, on est quand même le centre du monde quelque part. Et puis quand on est enfant, on continue à être le centre du monde. Donc le rêve éveillé permet de travailler des niveaux extrêmement archaïques sur un mode beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace que uniquement sur la question transféro-contre-transférentielle. Toute une partie du transfert se dérive sur le rêve éveillé, mais le rêve éveillé amène des expériences restauratrices, profondes. Or, les empreintes de base, est-ce que j'ai eu le droit de vivre? Est-ce que j'ai été attendu? Est-ce que j'ai été attendu fille ou garçon? Est-ce que j'ai été, etc., sont souvent quelque chose qui marque la vie entière. Et donc, c'est pas très étonnant que là, par contre, contrairement à la TBI, il faille un certain nombre d'années pour pouvoir transformer des empreintes de base comme ça. Et finalement, réussir à sortir d'un destin de merde. Voilà.